Bonjour YouTube, bienvenue à vous. Nous sommes vendredi, c'est le début du week-end et pour bien pourrir votre week-end, l'Olympique Lyonnais a perdu le foot après la trêve, défaite 4-2 sur la pelouse de la Méno contre le RC Strasbourg. C'était le premier des trois simili-finales de l'Olympique Lyonnais pour aller jouer le haut du tableau. L'OL a cramé un joker en s'inclinant contre le RC Strasbourg lourdement, malgré un match paradoxalement pas si dégueulasse dans sa globalité. Mais malheureusement, l'OL a subi les foudres du réalisme des Strasbourgeois qui ont inscrit 4 buts en une mi-temps et qui ont tétanisé la défense de l'Olympique Lyonnais par un réalisme assez habituel du côté de Strasbourg. On sait que c'est une équipe très 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 efficace. Malheureusement, dans ce match, l'Olympique Lyonnais n'aura pas su concrétiser les nombreuses occasions qu'il s'est créées en première période et en aura concédé à chaque occasion menée par les Strasbourgeois en seconde. Voilà, bienvenue à vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre les petits commentaires habituels, les pouces, la cloche, etc., etc. Merci de votre soutien. On arrive sur la fin de cette saison. On n'en aura pas raté beaucoup des débriefs et ça me fait toujours plaisir d'être avec vous dans la victoire comme dans la défaite. On va donc débriefer cette défaite de l'Olympique Lyonnais, défaite qui nous met vraiment dans la sauce au niveau du classement, puisque l'OL avait l'occasion, là, ce week-end, de faire une belle opération, puisque Monaco et Nice s'affrontent, parce que Lille va jouer contre Lens dans un match difficile. Il y avait un très bon coup à jouer pour passer potentiellement 3e de ce championnat avant les autres matchs du week-end. Eh bien non, l'Olympique Lyonnais terminera cette journée au mieux à la 6e place, voire à la 7e en cas de victoire de Lille. Et il faudra un sans faute désormais pour pouvoir rêver de top 3 ou de top 4. C'est encore possible, on va dédramatiser tout de suite. L'OL, au moment où je vous parle, est à 45 points avec Monaco et Nice à 47 qui vont se jouer et Strasbourg à 46. L'OL va jouer contre Monaco, l'OL va jouer contre Lille, Monaco va jouer contre Marseille, Strasbourg va jouer contre Monaco. Bref, il y a beaucoup encore de confrontations directes entre les concurrents et l'OL va avoir l'occasion d'affronter 2 de ces concurrents-là. C'est pas mort, mais il va falloir être très fort sur la fin de saison pour potentiellement aller décrocher la Ligue des Champions. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que l'OL a publié ses comptes semestriels, c'est-à-dire de la période allant de début juillet jusqu'à la fin de l'année. Et ces comptes sont catastrophiques. Et donc, au-delà de la situation sportive, où évidemment on a tous très envie que l'OL aille chercher la Ligue des Champions, la qualification en Ligue des Champions est plus qu'indispensable pour que l'OL ne soit pas encore dans des gros déboires cet été. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder la vidéo de Teddy Spencer sur le sujet que je mettrai en description parce qu'il a tout bien résumé en 25 minutes et je ne ferai pas mieux que lui. Donc si jamais vous voulez un éclairage sur la situation financière de l'OL, je vous invite à aller regarder cette vidéo-là, dont le lien donc est en description. Le résumé, c'est que ça va être la grosse galère quoi qu'il arrive, et encore plus si l'OL ne sera pas qualifié en Ligue des Champions. La Ligue des Champions, justement, on en parlera peut-être bientôt plus, puisque c'est avec cette défaite, Strasbourg passe devant l'OL. Strasbourg qui restait sur une série de 5 victoires en 6 matchs, et bah ça fera 7 en 6 matchs. Et pourtant, la première mi-temps était plutôt, voire même totalement en faveur de l'Olympique Lyonnais. Une première mi-temps parmi les meilleures de la saison pour l'OL. On a eu 10 tirs à 2, un expected goals à 0,18. Bref, une première mi-temps hyper satisfaisante de la part de l'Olympique Lyonnais qui a eu beaucoup d'occasions. Malheureusement, aucune occasion concrétisée, malgré une superbe reprise de volée de Mikotadze sur la barre, malgré un but hors-jeu annulé justement. Il est 2 mètres hors-jeu, Ernest Nuama. Et malheureusement, quand l'OL rentre au vestiaire sur 0-0, on sait à peu près que ça commence à sentir un peu du cul, puisque on a trop facilement laissé passer l'occasion de mener 1, voire peut-être 2-0 dans ce match contre Strasbourg. Et ce qui devait arriver arriva. 2 buts en 5 minutes signés Andrei Santos et Dylan Bakwa, notamment le premier but sur un corner qui n'existe pas, mais bon, c'est comme ça. 3e but signé Emega sur une contre-attaque et une passe absolument sublime de Valentine Barco qui a fait la misère toute la rencontre à l'Olympique Lyonnais. Valentine Barco, c'est un sacré poulet quand même. Et le dernier but presque anecdotique d'un joueur dont j'ai même pas retenu le nom, c'est un jeune anglais qui vient d'arriver avec un nom composé. Entre-temps, Tolisso nous a redonné l'espoir à 2-0 sur une tête, on y a cru, puis Emega a mis le 3-1 et derrière il y a un penalty très généreux sifflé sur Tagliafico, transformé par Mikotadze, mais c'est complètement anecdotique et ça nous fait donc 4-2. Amo Ameyo, merci. Amo Ameyo, j'avais pas du tout retenu son nom. Un match donc quand même frustrant
Parce que, je vais vous montrer les stats, il y avait Chermoy quand même, hein. On voit que l'OL a été au-dessus au niveau des expected goals, sachant que ça compte pas le penalty, hein. L'OL est grosso modo à 2 expected goals si on compte le penalty, plus de tirs, plus de possession, plus de tirs cadrés, juste un très très gros manque de réalisme devant le but et un très très gros manque de sérénité à l'arrière. On a eu une défense centrale pas bonne, on a eu des latéraux pas bon, et on sait depuis le début de la saison que ça va être difficile d'aller chercher des grandes ambitions avec une défense pareille. Ça n'a pas manqué, hein. Niakate à la rue complet sur le 3e but, Mata à la rue complet sur le 2e but, Abner catastrophique, Maitland Niles pas du tout ce qu'il fallait. Bref, on a eu une grande prestation de 4 défenseurs qui sont malheureusement pas toujours au niveau, et on l'a bien vu ce soir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Heureusement qu'on a Lucas Perry, quand même. Il en prend 4 ce soir, mais il y a quand même de sacrés arrêts, notamment sur ce coup franc signé Nanasi qui va chercher à mi-hauteur. Vraiment un très très bel arrêt de la part de Lucas Perry. Est-ce que ça suffira pour espérer voir plus haut? Il y a des manques dans cette équipe. Le salut de cette équipe, c'est peut-être qu'il y en a aussi chez les concurrents. Nice est pas flamboyant ces derniers matchs. Monaco, c'est un jour sans, un jour avec. Lille, ça dépend des jours aussi. Et même Marseille reste sur 3 défaites en 4 matchs. Donc certes, l'OL n'affiche pas un niveau digne du top 3, mais en réalité, les autres concurrents au top 3 sont sur courant alternatif. Donc peut-être que c'est ça qui nous sauvera, hein. En cas de match nul entre Monaco et Nice, finalement, l'OL sera toujours à portée de tir de la 3e place. Donc ça, c'est peut-être satisfaisant de ce côté-là. C'est pas de se satisfaire de la fiabilité de l'OL, mais plutôt de la relative forme moyenne des autres de l'autre côté. Abner appelait vraiment à l'aide IRL, je n'ai pas vu ça, mais bref. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? On a parlé de Valentin Barco, on n'a pas parlé de Diego Moreira, parce qu'il faut quand même parler des joueurs adverses. Cette équipe de Strasbourg, elle est à la fois jeune, donc ça court, ça virevolte de tous les côtés, il y a beaucoup de talent, mais il y a du vice, hein. Valentin Barco, le petit rouquin, l'Argentin, il a du vice en lui, hein. Il joue comme un papa, hein. Il joue comme un vice-là. Diego Moreira, qui était un cadavre chez nous, c'est devenu un sacré bon joueur. D'ailleurs, sur le 4e but, il fait une misère à Maitland Niles et à Mata. Vraiment, Strasbourg, bon, après, c'est difficile de s'enthousiasmer sur Strasbourg, parce que Strasbourg est un club satellite de Chelsea, qui joue avec en envoyant des joueurs en prêt, etc., etc. Bon, si on critique la multipropriété du côté de l'OL, il faut aussi être cohérent et pas pouvoir la supporter du côté de Strasbourg. D'ailleurs, la plupart des supporters strasbourgeois, on a vu des banderoles avec Bluco Out et compagnie, n'approuvent pas ça. Force est de constater que c'est quand même une belle équipe qui est sur une série de zinzin avec beaucoup de grands talents dans cette équipe. Andrei Santos fait partie des meilleurs jeunes joueurs de ce championnat, Dylan Bakwa aussi, et Mega, c'est monstrueux. Il y a quand même quelque chose d'assez intéressant dans cette équipe de Strasbourg qui peut viser plus haut, hein. Ce classement, il peut encore énormément bouger. Je trouve que Marseille se met en danger. Alors oui, on va pas juger la défaite contre le Paris Saint-Germain, mais même, c'est friable. Il y a un monde où Nice, Strasbourg, ça s'échange les places. Il y a un monde où ce classement, il est complètement chamboulé à la fin de la saison, hein. Quand même... faut quand même reconnaître ça. On a eu un beau match de football, on a eu 6 buts, on a eu une très bonne première mi-temps de l'Olympique Lyonnais, et puis on a eu une deuxième mi-temps extrêmement réaliste de la part de Strasbourg. Du côté de l'OL, si on veut trouver les motifs de satisfaction, il y a déjà la première mi-temps, qui a quand même été assez impressionnante de maîtrise et qui a complètement étouffé Strasbourg, malgré une compo pas forcément incroyable sur le papier, puisque Malik Fofana était blessé, puisque Thiago Almada n'était pas encore prêt en revenant de sélection. On avait également l'absence de Matic au milieu de terrain, le milieu Tesman Veretout, c'était pas non plus hyper convaincant. Et malheureusement... ça s'est complètement écroulé en seconde période, et c'est ça qui est peut-être un petit peu inquiétant, c'est cette incapacité à encaisser les temps faibles. Alors on va pas tout foutre à la poubelle pour une défaite, puisque l'OL restait quand même sur une plutôt bonne série ces derniers temps, mais voilà, il y a quand même quelques motifs d'inquiétude par rapport à cette incapacité à tuer un match qui aurait dû être tué dès la première période, et ensuite à encaisser les temps faibles, parce que le but d'Andrei Santos et le but de Bakwa, il y a 5 minutes entre les deux buts, et on a vu tout de suite au retour des vestiaires que l'OL n'était pas dedans, quoi. L'OL n'était pas dedans. Fallait faire l'inverse et commencer avec tous les titulaires, peut-être. Ah ouais, peut-être. Moi, ma plus grosse inquiétude par rapport à ce match-là, c'est Abner. Pourquoi ça m'inquiète? Parce que quand on voit la gueule des comptes de l'OL, on se rend bien compte que prolonger Tagliafico, ça va être très compliqué financièrement. Et Abner, c'est pas un bon joueur de football, tout simplement. Il est pas bon.
C'est un joueur extrêmement moyen, et si c'est lui qui est voué à prendre la place de titulaire à l'essai libre par Tagliafico en fin de contrat, je suis inquiet. Arrière droit, Maitland Niles, on n'est plus dedans. C'était un tout petit peu mieux sur le dernier match, on n'est plus dedans, et je pense pas qu'il soit fait pour jouer latéral droit comme ça. Il lui manque ce rôle hybride. J'ai un concept pour le prochain match, mettre des défenseurs. Ouais, ça pose la question quand même. Hein. Mata, moi je lui pardonne tout, parce que Mata, déjà, c'est pas son poste, et deux, il est relativement fiable, même s'il fait pas un bon match ce soir. Niakate, c'est dur Niakate. Vraiment, les bons matchs de Niakate sont simplement des bons matchs, c'est pas exceptionnel, mais alors les matchs de Niakate où il est pas dedans, c'est dur d'enlever l'étiquette des 32 patates de Niakate. C'est très très dur quand même. Puis je pense qu'il a un gros salaire puisqu'il vient de Première Ligue, c'est quand même une grosse erreur de recrutement Moussa Niakate, même si c'est quand même un bon gars et qu'il est bon pour le vestiaire, Moussa Niakate. Malheureusement sur le terrain, on l'a dit dès le début de la saison, quand on voit qu'en face vous avez Mamadou Sarr qui a été vendu 10 patates par l'OL sans même un pourcentage à la revente, et que pour 3 Mamadou Sarr, vous avez un Moussa Niakate, les calculs sont pas vraiment bons. Donc, il y en a qui ont la défaite salée. Oui, mais bon, ça, c'est l'Olympique Lyonnais, c'est les communautés foot. On gagne, on va gagner le titre, et on perd, on va en Ligue 2. Non, il y a... En même temps, c'est chiant, parce que gagner contre Strasbourg nous aurait mis dans une position ultra favorable, et potentiellement même dans le top 4 ce soir. Enfin, ce soir, à la fin de la journée, parce que ce soir, on aurait été 3e si on avait gagné. Et en même temps, c'est pas non plus la catastrophe ADA. C'est pas non plus la catastrophe ADA puisque tu n'es pas largué. Tu n'es pas largué pour le top 4. Quoi qu'il arrive, tu ne seras pas largué sur cette journée de championnat. Maintenant, il va falloir faire un sans faute sur les matchs contre Monaco et Lille. Est-ce que c'est rassurant? Non. Mais attention à la panique générale. On est quand même 6e, on sera peut-être 7e. C'est pas rassurant. Mais l'OL n'est pas largué. Voilà. L'OL n'est pas largué. Ce qui est plus inquiétant du côté de l'OL, c'est les comptes. C'est pas la défaite de ce soir. Les comptes, moi, m'inquiètent. La défaite de ce soir, un peu moins. Maintenant, le salut de l'OL passera par le top 4 ou l'Europa League. Donc le match contre Manchester United est toujours plus important. Maintenant, voilà, cette défaite contre Strasbourg fait du match contre Lille le week-end prochain un match charnière. Tu ne peux pas ne pas gagner contre Lille le week-end prochain. Sinon, je pense que le top 4, c'est terminé. Voilà, les histoires de est-ce qu'on mérite, est-ce qu'on joue suffisamment bien, ça, c'est de la discussion de comptoir. Tu vas accueillir Lille à domicile le week-end prochain. Il faut gagner. Si tu gagnes contre Lille la semaine prochaine, t'es dans le game. Il n'y a pas de problème. T'es dans le game quoi qu'il arrive. Mais t'as grillé un joker. Ce n'est qu'un joker, ce match contre Strasbourg. On savait que ça allait être dur. C'était à l'extérieur. C'est probablement l'une des équipes les plus en forme du championnat. Bon, je compte pas le PSG, parce que le PSG est dans un autre championnat. Mais à choisir, je préfère perdre contre Strasbourg que perdre contre Monaco. Alors, dans l'idéal, j'aimerais ne pas perdre contre les deux. Mais je pense que cette défaite, vaut mieux qu'elle arrive maintenant plutôt qu'elle nous casse contre un adversaire direct. Voilà. Même un nul, c'est ciao LDC. Je sais pas si c'est ciao, mais en tout cas, tu peux pas te permettre de ne pas gagner contre Lille le week-end prochain. Il va falloir gagner, c'est tout. Ce qui est chiant, parce que tu as des grosses échéances et ça va être dur de mobiliser tout le monde tous les 3 jours. Même si United, c'est un peu plus tard. Donc voilà, ça me casse les couilles qui rejoint LOL. Même pas jouer avec des champions, j'ai rien compris. Faut pas laisser des points en route. Non, au niveau comptable, c'est pas perdu. C'est pas perdu. Il va juste falloir ne plus perdre de points en route. Je vous avais dit, il y avait 3 matchs. Il y avait Lille, il y avait Monaco et il y avait Strasbourg. Faut faire 6 sur 9. Bon, t'es à 0 sur 3. Faudra faire 6 sur 6. Aussi simplement que ça. Ce n'est qu'un joker de grillé. On n'est pas 9e à 10 points. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours l'option gagner l'Europa League. Alors, j'adore votre optimisme. Je suis le premier à y croire. Mais gagner l'Europa League, c'est sortir Manchester United. C'est possible. C'est dur. Mais c'est possible. Mais tu vas jouer un match retour à Old Trafford. Ça va être dur. Mais j'ai envie de vous dire, United, admettons. Mais derrière, il est fort probable que tu joues Bilbao en aller-retour, alors que la finale est chez eux. Ça, je suis moins optimiste. Parce que United, ils nous respectent. United, ils ont la loose dans le sang. C'est un club qui déçoit ses supporters depuis très longtemps. Je crois au fait qu'on les tape parce qu'ils ont l'ADN de la loose. Par contre, Bilbao, c'est des morts de faim. Bilbao, ils ont la finale à portée de main. Alors, je préfère les prendre en demi qu'en finale, mais je suis presque plus inquiet par la demi contre Bilbao.
Voilà, je pense que Bilbao, dur. Mais bon, si la Ligue Europa, c'est 5 matchs. Hein. C'est aller-retour quart de finale, aller-retour demi-finale et finale. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun club qui a réussi à gagner une Coupe d'Europe depuis l'OM en 93 dans les conditions qu'on connaît. Donc soyons optimistes. Ne soyons pas non plus en se disant tranquille, il y a l'Europa. Oui, bon, 5 matchs à Chermoy. Si on arrive en demi-finale, moi je vous dirais, ouais, j'y crois. 2 matchs, c'est possible. United, c'est dur, hein. Bilbao, depuis qu'ils ont l'anneau de pouvoir, ils sont chauds. C'est une bonne vanne. C'est une très bonne vanne. Voilà. Oui, Paris en 96, la Coupe des Coupes. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié la Coupe des Coupes. Excusez-moi, pardon. La Coupe des Coupes du Paris Saint-Germain. J'ai oublié l'existence de la C2. Excusez-moi. United te fait peur. United me fait peur parce qu'ils ont des individualités quand même. C'est une grosse équipe, que vous le vouliez ou non. C'est une équipe un peu de loser, mais c'est une grosse équipe. Strasbourg, l'Intertoto. Non, la Coupe Intertoto, ça compte pas. Arrêtez la Coupe Intertoto. La Coupe Intertoto, il y avait 3 vainqueurs, il y a 3 finales. Ça n'existe pas, la Coupe Intertoto, ça suffit. La coupe des vainqueurs de coupe. Oui, bon, la coupe des coupes, on s'en fout, c'est pareil. On t'a pas vu Ognomenoro. Non, j'ai essayé de... Déjà, on donne pas les adresses. Voilà. Et j'ai essayé de conjurer le sort, ça n'a pas marché. Oui, on a l'Emirates Cup, on a le Zebio Cup aussi, bref. Bon, on passe à autre chose. On a fait le tour, de toute façon, de ce qu'il y avait à dire sur ce match. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à dire sur ce match? Si. Vous les avez aussi, les numéros, là, qui s'affichent sur les écrans pendant le match? Ou il y a que moi, là? Parce que j'ai DAZN pour de vrai maintenant, hein, je l'ai eu dans mon menu Golden. C'est chiant, non? C'est vachement chiant la pollution visuelle, là. Autant le logo racisme barré football, il prend de la place, il est très visible, mais je peux comprendre parce que c'est une OP, c'est important, c'est contre le racisme. Mais wesh, les numéros là, c'est le tirage du loto ou quoi? C'est pour lutter contre le piratage. Ouais, enfin, lutter contre le piratage, on est peut-être pas obligé de mettre des numéros partout là. Enfin, c'est du jamais vu, ça. On dirait qu'on est en train de pirater un film. Ça identifie ton compte. Oui, non, mais d'accord, ok, ça identifie mon compte. Mais je m'en fous que ça identifie mon compte. J'ai pas envie d'avoir des numéros qui s'affichent à l'écran, quoi. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être les utiliser pour hacker et avoir DAZN gratuit. Bon, je sais pas, ça a pas l'air de marcher beaucoup, en tout cas. Hein. Ça a pas l'air de marcher beaucoup. C'est le numéro de l'auto, faut jouer. Ouais, ça doit être ça. Non, bon, on va pas râler tout le temps, mais je trouve ça un peu grotesque. On est le seul championnat au monde où il y a des numéros qui s'affichent. Voilà, pourquoi pas. Sur mon IPTV, il n'y a pas de numéro. Alors, je pense savoir à quoi servent les numéros. Je pense que c'est des numéros simili uniques pour pouvoir traquer le flux si ça se retrouve sur une IPTV. Par exemple, vous êtes sur une IPTV, il y a le numéro qui s'affiche. L'ARCOM peut traquer le numéro pour dire, bah tiens, le compte qui diffuse ça, il est identifié à telle personne, à telle adresse. Je pense que c'est pour ça. C'est pour faire sauter les streams et surtout retrouver les gens qui diffusent. Bon, c'est chiant que ça se fasse au détriment des spectateurs, quoi. Voilà. Donc je pense que si vous voyez une IPTV avec un numéro, le mec est dans la merde. Voilà. Bref, l'ARCOM, ils sont RTT. Oui, souvent, oui. Bref, voilà, on a fait à peu près le tour de ce match. Bon, bravo à Strasbourg qui a fait un match brillant dans la capacité à encaisser les occasions en première période et le réalisme dans la seconde. Voilà, je trouve, oui, c'est énervant quand on est supporter adverse, mais le vice qu'il y a dans cette équipe de Strasbourg, c'est le vice des équipes qui savent faire des grandes choses. Donc oui, c'est hyper énervant, l'attitude de Barco qui chambre et compagnie. Déjà, ça fait partie du foot. Et de deux, elle a, malgré son jeune âge, cette équipe de Strasbourg, elle a quand même une certaine forme de maturité et d'adulte dans le comportement qui a quelque chose d'assez brillant. Voilà. L'arbitrage, bravo. Ouais, alors, oui, l'arbitrage, il y a deux choses. Il y a le corner sur le premier but qui doit être soit de l'autre côté, soit pas exister. Et il y a le penalty qui est donné pour la faute sur Tagliafico, qui est quand même hyper généreux, faut le dire. Complètement anecdotique, mais généreux. Pour le reste, j'ai trouvé que Romain Lissorg avait bien tenu son match. Voilà. C'est pas un match où l'arbitrage a été scandaleux. Mais oui, Strasbourg, il y a quelque chose qui vit bien dedans. Dommage que ce soit de la multipropriété, quoi. Dommage. Bon, les notes. Alors, les notes. Où est-ce que je les ai mises? Voilà, elles sont là. On va noter ensemble. Ça va pas être terrible, je vous préviens d'avance. Alors, les notes. Lucas Perry, combien on lui met à Lucas Perry? Il en prend 4. En même temps, on peut pas faire grand-chose de plus sur la plupart des buts. Quelques bons arrêts, mais bon, il en prend 4 quand même. Donc il en prend 4, bah on va mettre 4. Voilà, pour Lucas Perry. Maitland Niles, bah pas un bon match. Hein.
Voilà, il se fait complètement graille sur le 4e but. Après, c'est peut-être le moins dégueulasse en défense centrale. En défense tout court. Je l'ai trouvé très très moyen. Ouais, un 3, je pense, pour Maitland Niles. Il est, comment dire, marqué par le dernier but, mais en réalité, c'est pas celui qui est fautif sur la plupart des matchs. Mata, pas un bon match. Il se fait complètement bouffer sur le dernier but aussi par Diego Moreira. Ouais, c'est 3. Hein. C'est 3 pour Mata. Niakate, bonne première période. Mais alors, deuxième période, absolument catastrophique de Niakate. On va mettre quoi? On met combien à Niakate? J'ai pas envie de faire de délit de sale gueule. Non, pas 1 quand même. 2,5, 3. On va mettre 3 aussi. Hein. Abner, par contre, une catastrophe. Vraiment une catastrophe du début à la fin, Abner. Alors, on peut pas mettre 1 parce qu'il coûte pas un but ou quoi que ce soit, mais c'est un 2 bien tassé pour Abner. Tanner Tessman, première mi-temps, ok. Deuxième mi-temps, ça allait pas du tout. Donc Tanner Tessman, combien on met à Tanner Tessman? Un 3? Un 3 à Tanner Tessman? Verretou, paradoxalement, j'ai trouvé qu'il a fait une bonne première période. C'était vraiment pas le pire. Complètement éteint en seconde. Mais ouais, non, vous êtes quand même vachement généreux avec Tessman, je trouve. Verretou, je l'ai pas trouvé catastrophique en vrai. Hein. Je l'ai trouvé très yaourt nature encore, mais pas catastrophique. Je vais mettre 3,5, 4, ouais, 4 pour Verretou. Tolisso, il y a un but, mais il n'y a pas non plus grand-chose d'autre dans le match de Tolisso. Voilà, c'est un 4 pour Tolisso. Hein. C'est un 4, je pense, pour Tolisso. Peut-être 4,5 parce qu'il y a un but. Allez, 4,5 parce qu'il y a un but. Et devant, Nuama, beaucoup de déchets, mais je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça, Ernest Nuama, très honnêtement. Beaucoup d'activités. Maintenant, il y a des petits problèmes sur certaines passes quand même. On va mettre 4 à Nuama. Miko Tadze, plutôt intéressant sur la première période, puis alors complètement disparu en seconde. Il y a le penalty, mais bon, c'est complètement anecdotique. Ouais, c'est un 4 aussi. Par contre, le match de Ryan Cherki, c'est pas un bon match du tout, quoi. Je l'ai trouvé pas bon. On est obligé. Cherki, quand il fait des mauvais matchs, mais qu'il met 2 passes D, on met 8. Parce qu'on est obligé de mettre 8. Là, il n'y a pas grand-chose dans le match de Cherki. Donc je suis désolé, c'est vraiment pas un bon match de Cherki. Il n'a pas été très actif défensivement. Il a raté beaucoup de choses. Il a encore compliqué son jeu pour pas grand-chose. Il a donné pas mal de ballons, c'est vrai. 4 passes clés, c'est quand même beaucoup. Mais on n'est pas obligé on est obligé de mettre un 3. Et Maciel, c'est pas un bon match non plus. Le coaching, il est hyper tardif. Il pèse pas sur le match. Il n'y a pas suffisamment de réajustement. Et le coaching à la mi-temps est pas bon. 2. Voilà, c'est lui qui amène le but, tu mets 3. Non mais il y a un but dans le match, les gars. Enfin, oui, je mets 3 parce que c'est pas un match où il a pesé. Je trouve la note de Tessman 3 très dure. Sachez que dans les notes collectives, vous avez mis 2,8 à Tessman. Je vais vous les montrer si vous voulez. Ça, c'est vos notes, ça. Ça, c'est les miennes. Ça, c'est les vôtres. Vous avez été hard, hein. Très très hard, hein, je trouve. Note de Lacazette. Lacazette, il a pas joué une demi-heure, donc on va pas le noter. Tu mets 4 à Verretou, tu mets plus à Cherki. Bah non, parce que Verretou, il a travaillé au milieu de terrain. Donc, notez Lacazette, n'importe quoi. Ouais, Lacazette, il a joué combien de temps dans ce match? Un quart d'heure, même pas? Il a joué combien de temps? 12 minutes. Donc on va pas noter Lacazette. Verretou doit avoir plus que Tessman. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai mis 4, moi. Les changements sont soit trop tardifs... Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord que les changements sont un peu tardifs. L'effectif est pas si profond avec Fofana blessé, on a 0 impact player. On le sait, hein. On le sait. Théoriquement, Lacazette doit être un impact player. Mais on le sait. On sait que Fofana est un élément clé de cette équipe. Même Almada, hein, l'entrée d'Almada est pas terrible. Je trouve pas l'attitude de Cherki problématique. Si, mais en fait, c'est comment dire? Il y a une différence entre attitude et impression visuelle. Cherki, il a toujours cette impression visuelle de nonchalance. Il y a une question d'attitude quand il râle. Je ne l'ai pas trouvé insupportable dans l'attitude vis-à-vis des coéquipiers ce soir. Il y a eu bien pire de la part de Cherki. Donc il a toujours cette impression visuelle qui est énervante, mais ça fait partie de son talent aussi. Donc oui, ça m'énerve quand ce soir Cherki joue doucement alors qu'on est mené au score, il essaye des nouches ou des talonnades. Oui, ça m'énerve. En même temps, c'est comme ça qu'il crée le danger. Mais bon, c'est pas qu'il est intouchable, Cherki, mais on peut lui accorder des mauvais matchs quand il stat tous les matchs ou presque. Voilà, c'est pas, pour moi, il n'y a pas qu'une question d'attitude, il y a une question d'impression visuelle qui fait partie du joueur.
Il y a eu des matchs où l'attitude de Cherki, elle était scandaleuse. Là, il y a eu beaucoup de choses ratées, mais je trouve pas que l'attitude spécifiquement soit scandaleuse. Voilà. Je trouve que ça tire un vestiaire vers le bas. Ouais, après, on sait que Cherki n'est pas un leader de vestiaire. C'est pas. Il y a des joueurs qui sont des leaders qui tirent leur équipe vers le haut quand elle va pas bien, type Tolisso, même Niakate, Matic. Cherki, il est friable mentalement. C'est un gamin de 21 ans. Donc voilà, je lui en veux pas spécialement de pas être celui qui va haranguer ses coéquipiers voilà. C'est un leader technique, mais c'est pas un leader de vestiaire, simplement. Il lui manquerait que ça pour passer à l'étape supérieure. N'oubliez pas quand même que Cherki a 21 ans. J'entends, il a déjà 120 matchs de Ligue 1 dans les pattes, il a déjà un statut particulier. Ryan Cherki reste un enfant. Il y a des enfants qui ont 21 ans, qui ont 2 matchs de Ligue 1 dans les pattes. Donc on peut pas non plus demander à Cherki d'être un vieux briscard en Renault Scénic qui organise les barbecues. Voilà. Donc laissez-lui quand même le temps de progresser sur l'aspect humain, parce qu'il a déjà quand même beaucoup progressé sur le plan technique. Il n'est pas parfait, il y a des matchs qui sont extrêmement énervants. Moi j'ai détesté le match de Cherki ce soir-là. Mais calma quand même. C'est mort pour les 4 premières places si oui on est mal. Oui on est mal. On est très très mal si on n'est pas en Ligue des Champions. On en a déjà parlé. Voilà. Bref, on a terminé ce débrief. Un peu plus court que d'habitude, mais en réalité on a fait le tour assez vite. Duré 25 minutes, c'est pas plus mal. Voilà, je vous donnerai rendez-vous pour c'est quand le prochain live. Bon, peut-être dans la semaine là. Peut-être mardi ou mercredi. Quelque chose comme ça. Petit live nocturne. Et le prochain match, ce sera Lille. Samedi prochain, le débrief aura lieu à minuit parce que je serai au stade. Donc il me faudra le temps de rentrer du stade. Et vous savez que c'est très long en ce moment de rentrer du stade. Donc voilà, soyez là mardi, mercredi. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de mettre des pouces, etc. 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 Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Prenez soin de vous. Et puis, bisous. À bientôt.